Merci beaucoup Marie-Odile. Je veux très rapidement dire un mot très sincère de remerciement à Marie-Odile Krebs pour l'organisation de cette journée, mais aussi à Lydie Matevet, qui est vraiment la cheville ouvrière du réseau Transition, pour toute l'organisation matérielle qui est toujours énorme pour un événement comme celui-ci. Évidemment, merci à Patrick McGorry. Many thanks to you, Patrick McGorry, for bringing new hope to for mental disorders in so many countries. So thank you very much. Je dois faire l'introduction de la prochaine table ronde. Je veux juste en quelques mots souligner des choses qui ont déjà été dites à l'instant, mais qui me semblent importantes. L'intervention précoce, c'est désormais indispensable à tout système de soins en santé mentale. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont de nombreuses recommandations d'experts dans de nombreux pays dans le monde, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie évidemment, en Allemagne, en Suisse, etc. etc. C'est un élément, c'est une brique indispensable avec cette spécificité des soins pour les 12-25 ans. À l'instant, Patrick McGorry nous a dit qu'il y avait également des preuves scientifiques et qu'il passait sur les preuves scientifiques parce qu'il y avait une présentation extrêmement riche. Mais je me permets d'insister, c'est un point très important. Si on prend l'exemple, par exemple, des troubles psychotiques, qui est probablement l'exemple sur lequel on a le plus de données. Les données sont désormais très très claires. Je pense que c'est l'un des domaines sur lesquels il y a le plus de données pour une modalité d'organisation, le plus de données d'évaluation pour une modalité d'organisation en santé mentale et en psychiatrie, et qui nous démontre très très clairement que l'intervention précoce, sur la base de nombreux essais cliniques, diminue le nombre des hospitalisations, diminue la durée des hospitalisations, diminue les recours aux urgences, diminue les hospitalisations forcées, diminue aussi le nombre de suicides, et ça, ce sont notamment nos collègues de Brest qui l'ont redémontré récemment. Tout cela permet, sur de nombreux paramètres, d'augmenter le taux de rétablissement chez les jeunes, mais in fine aussi, que cela permet de prévenir l'émergence des formes les plus porteuses de handicap, des pathologies, comme par exemple des formes les plus porteuses de handicap de schizophrénie. On a vraiment un niveau de preuve scientifique très élevé qui s'associe aussi à un niveau de preuve très élevé en ce qui concerne l'impact médico-économique et les économies de santé que cela représente. Or, l'intervention précoce, c'est un modèle, mais elle ne s'improvise pas. C'est fournir une modalité de soins ambulatoire intensive, hyper accessible au public, comme on l'a vu à l'instant, très réactive, avec une philosophie portée sur l'optimisme et le rétablissement. Et ça ne s'improvise pas. Alors ça nécessite souvent des lieux spécifiques. On en a vu quelques-uns. À Nancy, on a fait par exemple le choix de s'installer directement dans une maison des adolescents pour pouvoir porter ce modèle-là. Mais pour faire ça, cela veut dire qu'on doit articuler la fidélité à un modèle, et à un modèle qui a fait ses preuves, avec les réalités du terrain. Et donc cette articulation, elle nécessite forcément d'être portée par une forme de structuration, par exemple à l'échelle d'un pays, pour pouvoir articuler fidélité au modèle et adaptation aux réalités du terrain. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. En France, le secteur est évidemment au centre de notre organisation de soins pour la psychiatrie. L'intervention précoce, elle a vocation à s'articuler avec le secteur, mais on peut même penser, et vraiment ce que vient de nous dire Patrick McGorry est très inspirant de ce point de vue-là, on peut même penser qu'elle peut être, et comme on l'a très bien compris à Lyon, le secteur des jeunes. Voilà. C'est-à-dire en quelque sorte une nouvelle partie de ces secteurs, de cette population qui a ces besoins si spécifiques. Tous ceux d'entre nous qui
la pratiquons peuvent le dire à des tas de niveaux différents, à des tas de postes d'observation différents, depuis les secteurs d'hospitalisation, depuis les urgences. L'intervention précoce, elle est porteuse potentiellement de très profondes mutations de nos systèmes de soins et de nos systèmes de soins pour la santé des jeunes. Et c'est de cela dont il va falloir parler maintenant avec cette table ronde. Donc je laisse la place tout de suite à nos collègues, à tous nos collègues qui vont venir pour présenter cette table ronde, et notamment à Éric Facra et Corinne Martinez qui vont l'animer. Merci beaucoup. Voilà, donc avec Corinne Martinez qui représente ici l'UNAFAM, Éric Facra, CHU de Saint-Étienne, psychiatre CHU de Saint-Étienne, nous allons donc modérer cette première table de ronde qui porte plutôt sur l'organisation des soins. Donc nous avons des diapositives pour introduire les différentes personnes. Par un souci de temps, je vous laisse lire les diapositives. Et peut-être que nous allons commencer tout de suite avec le docteur Stéphanie Lafont-Rapnou. Nous avons quelques questions à lui poser. Donc, le docteur Stéphanie Lafont-Rapnou est psychiatre. Elle travaille aujourd'hui en tant que chef de projet à la délégation ministérielle de la santé mentale et de la psychiatrie, aux côtés du professeur Franck Bellivier. Et une première question pour vous, Stéphanie, est de savoir, en fait, quelle est les caractéristiques et la place de l'intervention précoce au sein de la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je comprends votre question, puisque le sujet de l'intervention précoce, bien qu'il soit embarqué en fait, dans la feuille de route qui existe depuis 2018, il était peut-être peu lisible. Alors, il était embarqué parce que cette feuille de route, elle prône depuis le départ le repérage précoce, la transformation globale de l'offre, le développement des pratiques d'aller vers, le soutien au rétablissement, la lutte contre la stigmatisation. Et puis, elle promeut aussi l'innovation, l'actualisation des pratiques, et tout ça en veillant à ce que ce soit adossé à des données probantes. Donc, j'ai envie de dire, l'intervention précoce, elle coche toutes ces cases. Donc, elle était là en filigrane. Ce qui me semble important, c'est de dire qu'en 2025, on connaît une évolution. D'ailleurs, dans le bilan de la feuille de route, pour la première fois, ça apparaît clairement, et il y a des exemples qui sont donnés, mais ça, c'était important. Mais surtout, en lien avec les annonces qui ont eu lieu. Alors, il y a eu 2 moments d'annonces qui, à mon avis, concernent le sujet. Les annonces faites dans le cadre des assises de la santé scolaire, et puis celles faites par le ministre lors du comité stratégique de la santé mentale et psychiatrie en juin 2025. Et c'est important parce que c'est des annonces qui ont vocation à intégrer la feuille de route. Donc la place va être plus claire. Et elle vise l'amélioration du repérage, y compris en milieu scolaire. Et il y a tout un travail qui est lancé sur le plan au sein de l'éducation nationale. Elle nous oblige à améliorer l'articulation entre le repérage et la prise en charge précoce. Et nous, bien sûr, on y glissera des standards internationaux de qualité. Et puis, elle annonce une couverture nationale en 2027. Oui, alors, justement, ce sujet, très bien, mais effectivement, alors, vous êtes également psychiatre de terrain, et vous avez travaillé, vous connaissez bien la question des urgences. On l'a vu tout à l'heure, le délai d'accès aux soins pour les patients qui ont un premier épisode psychotique ou tous ces troubles psychiatriques émergents est extrêmement long, 1 an et demi, 2 ans en France, alors que chez nos voisins, il est de moins de 6 mois parfois. Comment favoriser ce repérage précoce et faire en sorte que les urgences ne deviennent pas la porte d'entrée de la prise en charge de ces patients, surtout dans les conditions qu'on connaît aux urgences? En 1 minute? En 2 minutes. En 1 minute, parce que dans le fond, c'est l'intégralité du travail qu'on mène. Bon, améliorer le repérage, ça implique de sensibiliser, de former massivement. Alors ça, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment que j'ai envie de partager. Alors, il y a l'information à la population générale et peut-être plus spécifiquement auprès des jeunes, voire des professionnels qui travaillent avec les jeunes. Ben ça, c'est quand même assez facilité dans cette année de grande cause nationale santé mentale et psychiatrie. Il y a le succès du secourisme en santé mentale que vous connaissez, avec le déploiement maintenant du module jeune. Il y a, je le disais tout à l'heure, mais
la structuration en cours de cellules de repérage, y compris des signaux faibles au sein de l'éducation nationale, et c'est quand même un gros partenaire des dispositifs d'intervention précoce. Et puis, il y a le travail de terrain qui est fait par les 125 maisons des adolescents, les 70 ou 80 équipes d'intervention précoce qui existent déjà et qui, en fait, passent leur vie à former, sensibiliser leurs partenaires. Et alors, sur ce qui se dessine un peu plus, et pour éviter le passage aux urgences, il y a une généralisation en cours des filières psychiatriques des SAS, des services d'accès aux soins, qui normalement devraient quand même faciliter l'orientation et prévenir le recours un peu systématique à l'urgence. La multiplication des équipes mobiles de pédopsie, des dispositifs de crise, les renforts des CMPEA. Alors on voit que tout ça arrive dans un moment, mais ça a été dit, on est dans un moment particulier où le système de soins est en tension, y compris pour faire que quand on déclenche des réponses, enfin, on propose des financements, les choses traînent à se mettre en place parce qu'on a des difficultés de recrutement. Et nous, on prône aussi la construction d'une gradation des réponses. Donc ça a été très bien, j'ai bu du petit lait en écoutant le professeur Magori sur la structuration d'un appui au premier recours, voilà. Mais je ne vais pas empêcher ce que... Et en fait, l'objectif, effectivement, c'est d'éviter que la rencontre avec la psychiatrie se fasse depuis les urgences. Et puis, je rajouterais un point de vigilance. C'est, dans le fond, tout ça, ça concerne le ministère de la Santé, mais on l'a bien dit, l'action sur les déterminants de la santé mentale des jeunes, ça c'est vraiment un sujet très interministériel et sociétal. Oui, alors... peut-être une dernière petite question, parce qu'on a vraiment besoin de votre éclairage. C'est une question qui nous soucie au quotidien, hein, c'est-à-dire que comment on peut faire le lien en fait entre ces politiques nationales, ce que vous prenez, et la déclinaison qui peut se faire en proximité, puisqu'on est tous convaincus de ces messages qu'a dit le professeur McGorry, mais comment faire cette articulation entre politique à l'échelle nationale et mise en place en proximité sur les territoires? Alors, déjà, du fait d'avoir un objectif fixé qui est une généralisation du modèle, ça me semble quelque chose qui va être facilitateur. Alors ensuite, comme toujours, déployer une politique, ça implique de la formation des professionnels, le soutien aux nouveaux métiers, et puis la construction d'un cahier des charges, d'un modèle organisationnel. Coup de bol, il y a les planètes s'alignent, j'ai envie de dire. On a des expérimentations article 51 sur le sujet qui existent et qui vont aider à construire un modèle organisationnel et un modèle financier. Voilà. On a la mobilisation permanente du réseau Transition qui vient aiguillonner, mais qui vient aussi produire de la donnée. Et ça, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a une mission qui vient d'être confiée à 3 personnes très qualifiées sur le sujet, dont les termes, donc le professeur Marie-Odile Krebs, docteur Rachel Baucher et Angèle Malâtre-Lansac, qui ont pour mission justement de faire avancer le modèle organisationnel. Et ça devra guider les choix du modèle de généralisation. Et ensuite, sur l'implantation locale, alors on ne peut pas travailler à la délégation ministérielle, voir ce qui se passe sur le terrain, sans dire que ça va être un des enjeux aussi des projets territoriaux santé mentale, dont une 2e génération est en cours de préparation, et qui aura un volet enfant-adolescent spécifique. Donc on voit bien que les choses peuvent s'articuler là, et en particulier sur la question du repérage. Et puis... j'attire juste l'attention que ce sera intéressant, parce que ça c'est vraiment quelque chose, enfin c'est notre responsabilité collective, de garantir que ce modèle-là, on pourra mesurer son efficience globale, la suivre, construire des indicateurs communs et des travaux de recherche continuent. Et l'enjeu, ça va être, parce que c'est toujours plus facile pour développer une politique, de pouvoir prouver que ça marche, comment ça marche et comment elle transforme les trajectoires des jeunes qui seraient suivis. Merci beaucoup, docteur Lafont-Rappenou. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas tout de suite intervenir sur la salle. On va interviewer tous ces orateurs. Et puis après, comme on va finir en avance, n'est-ce pas, Corinne? On aura un temps de questions et d'échanges à la fin. Donc, bonjour. Merci, Marie-Odile Krebs, d'avoir invité l'UNAFAM à cette journée, avec dire à quel point
ma présidente est là d'ailleurs, à quel point nous sommes d'accord sur la notion d'intervention précoce, puisque dans notre note de soins, 3 éléments, agir précocement, on est en phase, donc avec une visée rétablissement et dans le respect des droits. Donc, une fois que nous avons entendu comment se construisent et se déclinent les politiques nationales, nous allons venir en région. Et donc, Sophie Martinon, chère Sophie, on se connaît puisqu'elle a été ma DG quand j'étais à la NAP. Je vais vous poser quelques petites questions concernant justement un exemple de déclinaison de l'intervention précoce dans une région, et pas la moindre, l'Île-de-France. Donc, vous l'avez identifié comme priorité dans le PRS. Mais une fois qu'on l'a dit, comment on passe à l'action et comment on donne un élan de déploiement sur le territoire? Bonjour à tous. Oui, vous m'entendez bien. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour cette invitation et surtout pour l'organisation de cette matinée. Merci, professeur Marie-Odile Krebs. C'est vraiment un plaisir d'avoir eu la chance d'entendre le professeur Pat McGorry. Je sais qu'on est un peu en retard, donc du coup, je vais essayer d'être plus synthétique, mais je trouve ça important. Peut-être juste partager avec vous 3 idées. Effectivement, on a inscrit dans le projet régional de santé 2023-2028, donc ça fait déjà un moment qu'on prend notre élan, si j'ose dire, la détection et l'intervention précoce. Juste pour dire qu'aujourd'hui, je pense, et le professeur Laprévotte l'indiquait très bien, que le sujet, c'est plus finalement le pourquoi. On sait aujourd'hui qu'il y a des données, on sait aujourd'hui que c'est une intervention qui est efficace, qui est efficiente. Mais on a encore aujourd'hui un enjeu de passage à l'échelle, de finalement comment est-ce qu'on dépasse les initiatives locales et comment est-ce qu'on va plus loin. Donc je dirais que le pourquoi finalement, je pense qu'il fait consensus, en tout cas au moins dans cette salle, mais même je pense beaucoup plus largement. On a aujourd'hui des données qui sont convaincantes. Et donc du coup finalement la question c'est plutôt le comment. Comment on y va, comment d'ici 2027. Parce que j'ai découvert que l'objectif de 2027 était inscrit dans les textes, j'avoue, en préparant cette intervention. Donc voilà, ça nous laisse un délai court quand même. Voilà. Mais c'est une façon de donner de l'élan. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de défis auxquels on est tous confrontés quand on réfléchit à la question de la détection et de l'intervention précoce et qu'on veut se dire mais comment on fait pour aller plus loin, pour aller plus vite. On voit bien que le premier enjeu, c'est celui des délais, avec la baisse de la durée des psychoses non traitées. Beaucoup l'ont dit dans les intervenants précédents, on n'est pas toujours très bon, je crois, collectivement, voire par rapport à d'autres, on est moins bon. Et ça invite évidemment à travailler sur les parcours des jeunes, à éviter qu'on ait des parcours qui ne soient pas des parcours d'errance ou des parcours du combattant. Mais en fait, on voit bien qu'on a quand même, on se heurte à un certain nombre de freins, que ce soit des freins, j'allais dire, individuels, avec finalement quelle envie ou quelle disposition à rechercher ou à demander des soins. Un sujet de lisibilité et de repérage dans le système de santé, bien sûr. Un sujet de coordination entre acteurs. Et puis un sujet d'accès géographique et financier, sans doute. Finalement, et vous l'avez tous dit, on a une première ligne d'entrée qui est le médecin traitant ou les urgences, fréquemment. Et du coup, comment on fait pour mobiliser une chaîne d'intervention qui soit à la fois plurielle, puisqu'il faut s'appuyer sur l'existant, et en même temps, qui ait cette orientation détection et intervention précoce. On voit bien qu'il y a à la fois du soin et du hors-soin. Un sujet aujourd'hui de positionnement entre enfants et adultes. J'ai trouvé très intéressant cette intervention sur est-ce qu'il faut un secteur des jeunes. Je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, je trouve que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Entre, évidemment, soins primaires, soins spécialisés. Et on voit bien que ces défis de mise en œuvre, ils ne sont pas si faciles à résoudre. Ils n'auront certainement pas une seule réponse. Et donc, du coup, peut-être moi, ce que je peux apporter et partager avec vous, c'est comment on a décidé, en tout cas, de faire avancer le sujet en Île-de-France. D'abord, on s'appuie sur ce qui existe aujourd'hui. Et donc, on est ravis qu'il y ait un objectif national, parce que je pense que ça, pour nous, c'est aussi un cadre qui permet de donner un élan, clairement, au-delà du PRS,
quand même voilà, plus notre petite cuisine à nous. Et puis, on ne part pas de rien. Je pense que ça, il faut le souligner. Vous tous qui êtes dans cette salle, le réseau Transition, en Ile-de-France, on a beaucoup d'équipes qui sont aujourd'hui engagées. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer. J'ai croisé certains d'entre vous qui ont des actions dans la file d'attente pour entrer, d'autres que j'ai eu l'occasion de voir dans d'autres circonstances. Mais voilà, je pense qu'on a un réseau aujourd'hui qui est dynamique, qui a envie d'aller plus loin. C'est ça notre première force. Et puis, évidemment, on a un enjeu autour de 3 axes, sans surprise, qui vont être de partager, y compris territorialement, je pense d'abord, une vision commune et une stratégie régionale de déploiement. J'ai beaucoup aimé, là, je ne me souviens plus du terme exact, mais la planification centralisée. Je pense que ça fait partie des missions des agences régionales de santé. Je suis convaincue que c'est une façon de donner de la visibilité aux acteurs du secteur et qu'il faut qu'on arrive à partager une stratégie commune. Évidemment, le deuxième axe, c'est la promotion des bonnes pratiques et la structuration de l'appui aux équipes de première ligne. Et puis ensuite, de mobiliser les parties prenantes et avec un enjeu d'animation territoriale. Vous avez évoqué à l'instant des projets territoriaux en santé mentale. C'est aussi une façon de diffuser la culture de l'intervention précoce. Et je pense que c'est crucial. Et je pense que la deuxième table ronde permettra d'aller plus loin. Vous allez me dire, certes, il y a 3 axes de travail, mais voilà, concrètement, c'est les travaux qu'on va mener dans les mois qui viennent. On a un enjeu sur le nombre d'équipes, les modalités. Est-ce que c'est un secteur des jeunes? Est-ce que c'est la question du secteur augmenté? Justement, voilà, secteur augmenté, justement. Alors moi, j'ai hâte d'écouter le retour d'expérience je crois, une des intervenantes de la table ronde, parce que, en fait, je pense que... je suis assez convaincue par le fait qu'il ne faut pas ajouter une strate supplémentaire, il ne faut pas faire quelque chose de spécifique. On a aujourd'hui un système qui existe, mais en revanche, il faut sans doute arriver à trouver, et je pense que ce n'est pas forcément les mêmes solutions partout, une capacité à effectivement proposer l'intervention précoce, initier la détection précoce partout. Et donc, du coup, on a un peu envie de dire que, la maille... de base de l'action en psychiatrie, c'est le secteur. Et donc, il y a de toute façon une articulation à trouver avec le secteur, quelle qu'elle soit, si j'ose dire. Est-ce que c'est le secteur augmenté? Est-ce que c'est un intersecteur qui marche très bien? Moi, j'ai pas de conviction faite aujourd'hui, mais j'espère que, justement, cette matinée permettra aussi d'avancer. Tout ça pour dire que nous, dans évidemment la feuille de route de l'ARS, il y a évidemment l'idée d'avoir des ressources dédiées, en tout cas des ressources qui sont fléchées sur le développement de la détection et de l'intervention précoce, soutenir les équipes, former les équipes. Je pense que ça rejoint aussi d'autres champs de préoccupation. On a évoqué, j'en profite pour évoquer le partenariat qu'on a avec l'UNAFAM sur le développement de la psychoéducation. Je pense que quelque part, la détection et l'intervention précoce, c'est aussi, il y a aussi un besoin de psychoéducation à la détection, enfin, en tout cas au repérage, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je ne sais pas quels sont les bons termes, mais en tout cas de partager cette culture commune. Et ça se fait aussi en s'appuyant sur les proches, bien sûr, mais aussi sur toutes les institutions. Vous les avez évoquées, l'éducation nationale. Et cette culture-là, il faut l'amener, il faut la développer. Et ça c'est aussi le rôle, évidemment, des agences régionales de santé. Pour aller encore plus loin, donc l'articulation entre le soin, donc on a vu que c'était quelque chose qui se mettait en place, notamment au travers de formation et de diffusion de la formation et des bonnes pratiques. Santé mentale, c'est beaucoup plus large. La vie, bien sûr le secteur, le médico-social, les structures d'intervention et les psychologues dans tout ça. Alors les psychologues, bien sûr, moi je crois qu'on a... je ne sais pas si c'est une fenêtre d'opportunité, mais en tout cas qu'il y a quand même beaucoup de changements. Alors, changement dans l'épidémiologie des troubles psychiques, on en parlait avec la prévalence chez les jeunes, mais aussi dans l'organisation et dans nos modalités de réponse. Vous évoquiez l'article 51, et donc il y a des expérimentations en cours sur d'autres façons de travailler entre médecins traitants, médecins généralistes et psychiatres ou infirmières de coordination. Je pense que les psychologues, et en particulier l'action de l'assurance maladie aujourd'hui avec Mon Suivi Psy, bouleverse quand même un peu le champ. En tout cas, voilà. Et
Et je pense qu'il faut qu'on arrive à intégrer cette nouvelle donne dans l'organisation existante. En tout cas, qu'il y a une question d'articulation qui est importante, parce que finalement, ce recours possible financé, solvabilisé par la puissance publique, il offre quand même des perspectives qui sont, je pense, assez riches. En revanche, c'est certain que c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Loin de moi l'idée de dire que c'est une solution miracle. En revanche, je pense qu'il y a vraiment une question d'articulation et de partage d'une culture commune, d'organisation commune, de structuration des parcours, qu'il faut qu'on travaille aussi avec cette première ligne. Et j'en profiterai pour parler aussi des proches. Je pense que dans la détection et l'intervention précoce, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu de poursuite des soins un peu dans la durée pour les jeunes une fois qu'ils sont détectés. Je pense que le rôle des familles, des parents, des proches est extrêmement important et qu'on sous-estime encore cet enjeu et qu'une partie de notre attention et de notre soutien doit aussi aller au soutien des proches. Je parlais de psychoéducation, mais je pense que c'est plus global. Merci. En gros, c'est mettre en place une vieille notion que nos cousins québécois connaissent bien, c'est mettre en place la responsabilité populationnelle. Allez. Merci, Sophie. Après les politiques, peut-être passer à des exemples concrets d'organisation. Oui, merci beaucoup pour cette illustration de comment décliner ces projets d'intervention précoce. Alors, il y avait deux notions que j'ai bien retenues, la notion de secteur augmenté, et puis on va voir sans doute avec le docteur Lardinois et puis Madame Josse, peut-être cette question de secteur augmenté ou comment ça peut s'implémenter. Puis il y avait le secteur des jeunes aussi. C'est ça, professeur Laprévotte, le secteur des jeunes. Professeur Julie Bourgin, je pense que vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Vous travaillez au groupe hospitalier Nord-Essonne Site-Orsay, et puis vous coordonnez en fait 2 unités d'intervention précoce, 12-17 ans, 17-25 ans. Déjà, je voulais savoir, dans votre expérience, en fait, comment se distingue, et puis c'est quelque chose que le professeur McGorry aussi a beaucoup insisté sur cette diapositive, je pense que vous avez été très attentive, comment vous distinguez la clinique ou l'organisation des soins entre ces 2 dispositifs d'intervention précoce, 12-17, 17-25 ? Merci beaucoup, professeur Éric Facra, de donner l'opportunité finalement aussi aux pédopsychiatres que je représente aujourd'hui sur la notion d'intervention précoce. Alors, la pédopsychiatrie, je pense que forcément il faut qu'elle en soit, et c'est la tranche d'âge 12-17 ans versus 17-25 ans. Elle a complètement sa place dans la question de l'intervention précoce, avec quelques particularités, puisque finalement, c'est vrai que les adolescents, plus on a une tranche d'âge jeune, plus les tableaux cliniques sont polymorphes. Et justement, ce polymorphisme, il est complètement en adéquation avec la notion de l'intervention précoce, qui est une analyse dimensionnelle, transnosographique, comme l'a bien précisé professeur McGorry. Donc, finalement, l'intervention précoce, elle s'implémente relativement naturellement dans le champ de la pédopsychiatrie. En revanche, c'est vrai que les adolescents 12-17 ans, c'est une population qui est moins mature. Donc ça demande d'adapter nos programmes que l'on sait efficients. On parlait de littérature, on parlait de données. On en a moins dans le champ de l'intervention précoce chez les plus jeunes. Donc on a besoin d'avoir des études qui démontrent ce qui est plus efficace chez nos patients plus jeunes, dans une démarche plus de prévention, et de pouvoir finalement adapter nos programmes. On entendait le terme psychoéducation. C'est pas la même chose de faire de la psychoéducation à un jeune entre 12 et 15 ans, en termes de maturité, de réflexion. C'est bien que le cortex préfrontal n'est pas développé de la même manière. Donc on va plus avoir affaire d'ailleurs à des questions plus de l'ordre de l'émotionnel. Donc on va plutôt jouer la sphère émotionnelle en termes de développement cérébral que la sphère purement cognitive. La TCC, par exemple, marche probablement différemment sur une tranche d'âge plus jeune. Donc voilà, il y a des adaptations à faire sur le plan thérapeutique de nos modèles. Et puis, il y a un axe famille qui est très important et qui est probablement très prégnant dans le champ de la pédopsychiatrie et du champ de l'adolescence. Et il est omniprésent. Et l'organisation des soins, là, elle est obligée de s'articuler autour des familles. Mais
cette prise en compte des familles, il faut aussi peut-être qu'on la contractualise, qu'on l'organise. Et l'intervention précoce peut aider justement à avoir des modalités d'intervention qu'on peut tester et qu'on peut évaluer pour pouvoir définir des programmes d'intervention familiale qui vont être efficients dans cette tranche d'âge également. Famille, qui dit famille dit en regard aussi aide sociale à l'enfance et patients mineurs plus vulnérables. Et donc c'est un champ, c'est une particularité puisque en pédopsychiatrie nous avons aussi beaucoup de patients qui relèvent du champ de la protection de l'enfance et qui vont être victimes de traumatismes à un âge plus précoce. Et donc, qui dit plus précoce, dit plus vulnérable, d'où l'intérêt de l'intervention précoce, finalement, de façon évidente. Mais alors, je reviens sur la distinction entre ces deux tranches d'âge, parce que en France, on voit que c'est assez tranché. Oui. Et donc là, ce que je comprends de votre propos, c'est que à la fois c'est une même mission, c'est une même philosophie de soins, avec des partenaires et une adaptation des programmes thérapeutiques qui diffèrent en fonction de l'âge. Comment faire articuler ces dispositifs d'intervention précoce à travers adolescence et jeunes adultes? Alors, je crois que pour pouvoir les articuler, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais en tous les cas, une première réponse me semble que les praticiens qui coordonnent ces projets soient eux-mêmes bien articulés. C'est-à-dire qu'ils aient déjà en tête cette volonté et qu'ils soient déjà eux-mêmes dans cette posture. Donc, c'est-à-dire que ça c'est pas une articulation qu'on va poser ou un modèle qu'on va adapter. Finalement, c'est une histoire un peu d'hommes et de femmes, puisque je pointe le fait qu'il n'y a que des femmes à la table là. Donc là, non mais attends, tu es debout, Eric. J'ai beaucoup de ça. C'est une petite forme de militantisme youth-friendly, fermé à parenthèse. Mais c'est vrai que si déjà les gens qui y travaillent ont incarné sur le plan développemental cette philosophie de l'intervention précoce, l'articulation va se faire de façon assez naturelle. Donc ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire des praticiens qui sont souvent à cheval entre la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, et là on parle plutôt de l'adolescent, mais pourquoi pas d'ailleurs de l'enfant, puisqu'on parle aussi de neurodéveloppement, et du jeune adulte. Ça veut dire du coup des soignants, que ce soit des médecins ou des paramédicaux, psychologues, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, j'oublie forcément du monde, et les médecins qui coordonnent les dispositifs, qui soient capables d'être à même de prendre en charge et des plus jeunes et des plus âgés. Et je pense que c'est là qu'on en revient à la question de l'enseignement, c'est-à-dire que c'est une histoire un petit peu de bagage, comme une technicité, comme si finalement le chirurgien viscéral s'attaquait au pelvis, et donc il fallait bien entendu que le péritoine étant large, avoir des connaissances et dans le pelvis et dans l'intestin. Enfin, je caricature, mais c'est vraiment, je pense que ça part de là, quoi. Ça part d'un socle, déjà, ça doit être l'impulsion des gens qui y sont, et après ça s'articulera. Après, il y a des histoires de santé publique qui sont voilà. Donc une cogestion et une connaissance incarnée par les gens qui y sont. J'en profite parce que vous l'avez cité. Alors j'aimerais garder votre temps pour une dernière question qui me tient à cœur, mais juste là un petit commentaire. Vous avez cité les troubles du neurodéveloppement. Oui. Je pense que c'est aussi un sujet assez important de préoccupation. Vous pensez que ces dispositifs d'intervention précoce peuvent également répondre à des besoins de patients avec des troubles de neurodéveloppement, le lien avec les troubles de neurodéveloppement, oui, merci Eric de rebondir. Commune. Non seulement je pense qu'on peut, mais finalement nous devons, puisque nous avons bien en tête dorénavant, c'est bien connu. Finalement, le neurodéveloppement, on s'en rend compte, les chiffres sont là, les troubles du neurodéveloppement sont en pourcentage très fréquent et sont quand même le primum novus d'un risque d'évolution vers une pathologie psychiatrique émergente. Donc à partir du moment où on se situe dans un champ transnosographique, où on veut être dans la prévention, je pense que c'est même pas qu'on peut, mais c'est que nous devons avoir encore une fois une connaissance de ces différents
atypie neurodéveloppementale, d'ailleurs sans parler forcément d'être dans le champ du trouble forcément, parce qu'il y a la notion du trouble, il y a la notion de handicap, il y a le médico-social, et puis il y a le fait d'être concerné vraiment de façon aiguisée par l'histoire neurodéveloppementale qui va nous permettre de faire authentiquement de la bonne prévention, puisque si on se revendique du domaine de l'intervention précoce, on ne peut pas s'en passer. Oui, tout à fait d'accord. Là aussi, il y a sans doute un effort de formation des équipes sur ce sujet. Dernière question, rapidement, mais c'est important. Professeur Bourgin, vous êtes aussi assez connu pour cette initiative très originale de poste avancé de case manager que vous avez introduit directement dans les urgences pédiatriques. Et je voulais savoir, nous voulions savoir, sur ce dispositif très innovant, quels bénéfices dans votre bilan, quelles sont vos difficultés? Et est-ce que vous pouvez le décrire en 30 secondes? 30 secondes. Alors, 30 secondes. Qui dit case manager aux urgences, donc on connaît les chiffres des adolescents en mal-être. Le principal moyen d'expression de ce mal-être aujourd'hui est régulièrement l'expression d'idéation suicidaire, voire d'un passage à l'acte. Et notre modèle de soins aujourd'hui a fréquemment comme réponse une arrivée aux urgences, auprès d'urgences qui sont plus ou moins, on va dire, outillés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, à même d'accueillir ces jeunes de façon adaptée, user-friendly. C'est souvent des passages quand même assez traumatiques. Et le care manager, en fait, il va d'une part être un élément de rassurance et d'accueil, mais surtout, il va avoir une notion de repérage et de socle commun de connaissances cliniques qui va permettre d'évaluer le jeune qui arrive aux urgences, non pas comme un simple jeune qui va emboliser un lit, ou pour lequel on va être dans l'inquiétude de l'aval, qui fait qu'on ne va même plus pouvoir réfléchir, puisque finalement, on est tous pris dans cette prise d'otage de l'aval et du manque de lit. Et donc, en fait, le care manager, il va aider à pouvoir un peu avoir une version un petit peu méta, à définir des filières de soins, à réfléchir dès le départ à la question de filières, de prévention et de coordination des soins, qui ne soit pas uniquement cette recherche de lit à tout prix post-évocation d'idéation suicidaire. Donc ça passe par pareil, une formation du care manager qui est rompue au fait de pouvoir faire passer des auto-questionnaires, d'être à l'aise avec ça, de savoir les interpréter, et du coup finalement de rassurer tout le monde aux urgences et de former aussi ses collègues infirmières aux urgences pédiatriques qui sont souvent, qui peuvent être fragilisées par ces situations qui sont souvent éprouvantes émotionnellement. Donc le care manager, il a une fonction de réassurance, de connaissance clinique, de repérage et d'entrer directement dans ce schéma, dans cette... En fait, on parlait, parce que je crois que le professeur Magori, il a quand même parlé un petit peu de politique ce matin, et il a évoqué quand même quelques petits points politiques. Donc je pense que là, même de façon très politique, c'est dès les urgences, finalement, qu'on va pouvoir induire une filière de soins qui soit adaptée à chaque jeune et personnalisée. Voilà. Le care manager, c'est une cheville ouvrière qui est précieuse. Merci beaucoup. Correction, care manager et donc des équipes d'intervention précoce directement, des antennes directement aux urgences. Oui, je pense que c'est très important. Merci Eric. On va continuer un peu dans la dynamique du care management. On va continuer dans la dynamique du care management. Donc, et là, comment on peut faire monter en compétence les équipes donc, dans les territoires. Alors, c'est le dispositif PEP 48. Alors, PEP 48, bon, il faut toujours aller à l'acronyme. Donc, c'est Programme de prévention des pathologies émergentes en psychiatrie, et 48, parce que l'ambition de ce dispositif, docteur Marine Lardinois, donc, que vous dirigez, c'est d'apporter une réponse en 48 heures. Voilà. Alors, c'est facile. Bien sûr. Merci d'abord aux organisateurs, aux organisatrices de cette matinée. On est ravis, je suis accompagnée par le professeur Thomas, chef de pôle à Lille, d'être ici pour vous parler de ce dispositif.
Alors, en fait, la première question qu'on avait évoquée, c'était celle de l'implémentation, enfin du déploiement des pratiques d'intervention précoce au sein des secteurs. Je vais peut-être revenir du coup au secteur, à quelques notions en fait sur le secteur pour dérouler en fait ensuite cette logique de déploiement de l'intervention précoce dans le secteur. Le secteur, en tant que tel, c'est trois choses. C'est un territoire géographique de référence. C'est aussi des missions. Et donc, quand on regarde en fait la circulaire de 60, ces missions de soins et d'accompagnement qui sont dédiées à la population sur le territoire couvert, ça va être le dépistage précoce des troubles, le fait de soigner les personnes dans leur milieu de vie, d'éviter le plus possible les hospitalisations, de diversifier les modes de prise en soins, d'assurer la continuité du projet de soins, de favoriser la réhabilitation des personnes, de lutter contre la stigmatisation. Et la troisième chose que c'est aussi une organisation au sens large au sein de ce territoire qui permet de répondre à ces missions aussi en partenariat avec d'autres acteurs. Donc finalement, force est de constater que ces missions, elles sont encore complètement d'actualité, mais que tout ne s'est peut-être pas passé comme prévu. Donc quand on parlait tout à l'heure de la question du secteur augmenté, finalement, la question c'est est-ce que le secteur augmenté, ce n'est pas juste le secteur dans ses missions historiques? Voilà. Mais peut-être avec une organisation quand même différente pour mieux tenir compte des particularités des ressources sur le territoire, notamment grâce au PTSM, au travail de cartographie et de diagnostic territorial, et aussi avec des standards de prise en soin qui sont à donner à des données prouvantes. Donc l'objectif visé, in fine, ça restera un peu toujours le même, mais quelles que soient les pratiques, c'est favoriser l'accès aux soins de qualité. Alors, l'intervention précoce dans le secteur, si on considère que l'intervention précoce, c'est de la prévention en psychiatrie, ce que c'est finalement, de la prévention ciblée, alors, en fait, ça correspond à une des missions historiques du secteur. Donc, il y a une certaine logique à penser l'intégration de ces pratiques au sein des secteurs. Alors, d'un point de vue opérationnel, comment on fait? Il y a plusieurs solutions qui ne sont pas exclusives, en fait, l'une de l'autre. Il y a la possibilité de créer des dispositifs qui seraient désectorisés, mais qui s'articulent avec le secteur. Alors, toujours veiller à la continuité des parcours de soins et au risque de saturation, de fonctionnement en silo, mais voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Il y a le fait de dire on maintient la sectorisation et on construit des parcours dans le secteur qui sont adaptés à l'âge et aux troubles que présentent les personnes. Et une autre solution, ce serait faire que le CMP ait en fait un peu un rôle pivot avec des antennes donc, qui seraient par exemple soit des dispositifs de soins partagés ou des soins collaboratifs avec des professionnels de santé mentale, de psychiatrie dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Ça répondrait à la logique de gradation des soins. Et ça reconfie complètement au CMP sa mission de dépistage et d'évaluation et plus ou moins de prise en soin et d'accompagnement, mais qui peut aussi être hors du CMP finalement. L'organisation stratégique du PEP 48, en fait, c'est un modèle un peu mixte qui est entre... c'est l'existence d'un centre support, mais aussi d'effecteurs de terrain, puisque on a pensé les choses de la manière suivante. Une équipe de coordination et l'implémentation de pratiques d'intervention précoce au sein de 40 secteurs. Donc, pour ça, on a l'appui de la structure porteuse, le CHU, et du groupement hospitalier territoire psychiatrie 59-62, qui regroupe 4 PSM. Donc, en fait, il y a 31 secteurs de psychiatrie adulte, 9 intersecteurs de pédopsychiatrie, au sein desquels, en fait, ces pratiques sont implémentées dans le temps. L'avantage, c'est que ça permet aussi le travail un peu en intersectorialité, parce qu'il y a un partage de ressources, et ça favorise aussi les partenariats, puisque, en fait, on a dans nos missions propres, que ce soit en tant qu'équipe de coordination, mais aussi les professionnels formés sur le terrain, cette vocation à sensibiliser et à former en locaux régional tous les partenaires professionnels de santé ou non qui sont en première ligne et au contact direct de ces jeunes. Et ensuite, d'un point de vue stratégique, comment on fait, parce que ça c'est l'opérationnel, comment on s'organise, et là d'un point de vue stratégique, implémenter les pratiques d'intervention précoce dans le secteur, en fait ça impose 3 choses. La première chose, c'est la transformation des pratiques, parce que ça impose de passer d'une logique diagnostique, curative, à une logique de prévention, d'une approche qui est en fait catégorielle à une approche dimensionnelle. Ça impose l'horizontalisation aussi des postures professionnelles.
l'ouverture et le travail en partenariat avec le territoire, des personnes qui sont hors du champ sanitaire. Et en fait, c'était évoqué tout à l'heure, mais du coup, cette culture collective des soins orientés rétablissement. Donc ça vient faire bouger les pratiques. La deuxième chose que ça impose, c'est la formation des professionnels, parce que réinvestir le secteur en termes de compétences et de capacité d'accompagnement, ça impose de former des professionnels au case management, aux outils cliniques, aux recommandations de pratique, et aussi à promouvoir le travail en réseau qui incombe en fait à chacun. Et la troisième chose que ça impose, c'est lutter contre la stigmatisation, les représentations en fait qui infusent et en premier lieu chez les professionnels de santé, qui sont, en fait, je le redis, mais les premiers vecteurs de stigmatisation dixit les personnes concernées. Voilà. Donc les leviers qui existent au sein du secteur, enfin, en tout cas cette façon, ce modèle organisationnel, les leviers qui existent, c'est d'abord, en fait, c'est un facteur d'attractivité pour les professionnels, pour les usagers, pour les familles. On réinvestit en fait le secteur dans ses missions propres. Et on réinvestit aussi les ressources humaines du secteur, en termes de connaissances, de compétences, etc. Donc ça redonne aussi du sens à la pratique pour tout le monde. Il y a une demande, un besoin, ça c'est très clair, en termes de santé mentale pour les jeunes. Et ensuite, c'est des pratiques qui sont reconnues comme étant efficientes. Voilà. Et les freins, je les situe moi à 3 niveaux pour être sur le terrain. C'est au niveau organisationnel d'abord, parce qu'en fait ça impose la création et la diffusion d'outils d'évaluation, d'outils de soins, d'outils d'accompagnement qui sont en fait un peu spécifiques à cette population-là et autres qui présentent, mais aussi la création et la diffusion d'outils de suivi d'activité pour l'évaluation des pratiques. Et ça, c'est pas forcément simple, mais c'est nécessaire pour s'assurer du caractère probant de ce qu'on propose, c'est-à-dire des pratiques qui vont être à la fois respectueuses des droits des personnes, mais qui vont aussi être reconnues efficaces par les usagers, les familles, les cliniciens, les chercheurs, les décideurs. Le deuxième frein, c'est un frein plutôt managérial, parce que en fait, on voit que c'est absolument crucial qu'il y ait des équipes d'encadrement, médecins, cadres, directeurs des soins, qui soient convaincus de l'intérêt d'implémenter ces pratiques au sein du secteur. Donc l'importance, encore une fois, de la culture collective et institutionnelle. C'est vrai que parfois les résistances, elles sont très affectives. On entend, ça marche pas, ça sert à rien, on le fait déjà, on n'a pas les moyens, etc. Et le dernier frein, c'est un frein aussi institutionnel. On a besoin aussi que les directions et les médecins, disons, en responsabilité soutiennent, défendent un projet de soins et d'établissement. Donc il y a beaucoup d'établissements qui ont des projets médico-soignants, qui intègrent en fait la question des parcours d'intervention précoce dans les soins qui sont proposés, et lui-même en fait pouvant s'intégrer plus largement dans un projet territorial de santé mentale ou dans un PRS, voilà, en termes, au niveau régional, quoi. Voilà pour répondre à la première question. Je ferai plus. Vous avez couvert tout le champ, donc il n'y a pas de problème. Donc si je pouvais peut-être résumer, moi j'ai retenu quelques formations. Évaluation, oui. Et puis culture institutionnelle. Bon, mais on va y arriver, pas de problème. Oui, en fait, on est déjà en train d'y arriver. Donc simplement, il faut le temps, il faut la patience, je pense. Merci à vous. Oui, alors notre dernière intervenante, même Florence Jas, vous êtes infirmière en pratique avancée. Vous travaillez au centre hospitalier de Charles-Perrin à Bordeaux. Et vous êtes dans une équipe mobile de soins intensifs et initiaux. Donc une équipe mobile, je pense que Karine Guizard-Lecomte et l'ANAP seront très sensibles, vont venir vous questionner sur cette équipe mobile. Vous êtes IPA, donc. On a vu que l'intervention précoce amenait un souffle de modernité aussi dans l'organisation des soins. C'est-à-dire qu'il faut qu'on organise les soins pour l'intervention précoce, mais elle-même, elle apporte quand même un fonctionnement qui transforme un peu nos pratiques habituelles. Comment, vous, en tant qu'IPA, vous pensez qu'on peut promouvoir ces nouveaux métiers, bien sûr, infirmier en pratique avancée, père aidant, case manager, care manager? Quel est votre avis là-dessus? Tout d'abord, merci de me donner la parole, de donner la parole à une infirmière en pratique avancée, particulièrement aujourd'hui.
et parce que effectivement ces 3 nouveaux métiers, la pratique avancée, mais aussi donc le care management et évidemment les médiateurs santé-pair qui commencent à se déployer dans les institutions, sont des métiers qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être promus. Parce que finalement, les promouvoir, c'est aussi œuvrer véritablement pour le changement de paradigme en santé mentale, celui dont on parle depuis ce matin, et donc évidemment pour les pratiques orientées vers le rétablissement. En fait, ces 3 professions, elles ont en commun de pouvoir proposer des approches qui sont finalement plus modernes, des nouvelles conceptions du soin, qui vont être axées plutôt autour de l'accompagnement à l'autodétermination, autour du partenariat, et qui vont donc permettre des approches plus respectueuses des usagers et de leurs proches. Et donc ces nouveaux professionnels, ils sont en capacité de pouvoir emmener le changement, de pouvoir entraîner les processus de changement, et notamment dans les différentes cultures professionnelles. Et donc, pour les promouvoir, il faut renforcer leur nombre. Il faut qu'on soit plus nombreux. On manque d'effectifs pour ces 3 professions, largement. Il faut pouvoir penser leur présence dès le stade du projet, quand on construit un dispositif, un service, et clairement réfléchir à des stratégies d'implémentation qui puissent exploiter le champ large de toute leur mission quand on les intègre dans des dispositifs existants. Je dirais que les promouvoir, c'est aussi clairement répondre aux demandes des usagers qui, eux, plébiscitent ces nouveaux professionnels parce qu'ils y voient de véritables opportunités, ils y voient aussi la personnalisation des prises en charge et donc ils sont très en attente du déploiement de ces professionnels. Du coup, je prends la suite et le relais. Justement, par rapport aux missions qui ont été décrites donc, dans les textes réglementaires sur les missions donc, des IPA, au niveau de l'intervention précoce, quelles sont celles que vous mobilisez particulièrement ? Alors, du coup, je vais aussi reprendre tout ce qui a été dit finalement en termes de besoins jusqu'à présent, en parlant de ces missions des infirmiers en pratique avancée. Je crois que c'est le micro qui marche pas bien. Le micro qui ne marche pas. Ok. Oui. Donc je disais, les IPA, elles ont des places assez stratégiques finalement dans l'intervention précoce, puisqu'elles vont pouvoir répondre à tout un tas de nouveaux besoins et des besoins qui accompagnent l'intervention précoce. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir à la fois s'engager dans des missions cliniques directes auprès des personnes concernées, auprès de leurs proches, mais aussi dans des missions plus transversales au niveau de la coordination des dispositifs. Du côté clinique, par exemple, les IPA, elles vont pouvoir participer à la démarche d'évaluation, à la démarche diagnostique, par exemple en ayant déjà beaucoup de temps à leur disposition, ce qui permet de pousser ces évaluations et de proposer des échelles comme la CARMS, qui sont très coûteuses, qui prennent plusieurs heures et qui sont aussi, qui nécessitent des compétences cliniques particulières. On va pouvoir proposer des entretiens développementaux. On parlait de troubles du neurodéveloppement. On va pouvoir aussi proposer des suivis aux patients. C'est quand même nos missions premières, celle de suivre les patients. Les IPA en psychiatrie, elles ne sont pas cantonnées, entre guillemets, à la prise en charge des patients qui ont des pathologies chroniques et stabilisées. Nous, on peut répondre aux besoins véritablement populationnels en psychiatrie en prenant en charge tout le champ des profils cliniques de nos patients. Et donc, on va pouvoir les suivre, leur prescrire leurs médicaments, suivre et surveiller ces prescriptions, et puis proposer de façon intégrée, du coup, des prises en charge psychosociales, et notamment en réhabilitation psychosociale, en éducation thérapeutique, ou encore en psychothérapie quand on y est formé, par exemple en thérapie cognitive et comportementale. Donc ça, c'est du côté clinique. Après, du côté plus transversal, nous avons une valence scientifique, une valence universitaire, et donc on va aussi proposer de pouvoir construire et diffuser les pratiques probantes et les données scientifiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'engager dans les travaux de recherche. Par exemple, là, à l'hôpital, nous sommes 2 IPA qui participons à la construction d'un protocole de recherche
sur la mise en place des directives anticipées en psychiatrie et leur implémentation à l'hôpital. Mais on va pouvoir aussi proposer donc de la formation, à la fois de l'université finalement, auprès des internes, auprès des IPA, auprès des futurs professionnels de santé, mais aussi auprès finalement des professionnels en place sur le terrain et jusque en termes de plutôt prévention, sensibilisation auprès des équipes éducatives. Et on va dans les lycées former les équipes éducatives également pour l'intervention précoce. À la fois, donc, finalement, on est formé à cette démarche projet. Ce qui nous permet, là où, vu qu'on travaille avec des care managers qui, eux, gèrent la coordination des parcours de soins à l'échelle du patient, nous, on va pouvoir aussi s'investir dans la coordination du dispositif et dans le travail de réseau qui est absolument nécessaire. Et donc, on va être des interlocuteurs privilégiés au niveau du PTSM, où, à Bordeaux, on œuvre pour pouvoir faire reconnaître, par exemple, les besoins spécifiques à l'âge de transition, pour ne pas s'arrêter à 18 ans dans les fiches projets du PTSM, mais aussi au niveau du Conseil local de santé mentale, mais aussi voilà, dans la construction de journées de sensibilisation pour les professionnels avec plusieurs équipes, et donc à l'idée de pouvoir penser pour un territoire une organisation des soins pour l'âge de transition qui soit coordonnée et qui soit efficace. Donc finalement, si un jour on pouvait aussi pouvoir s'installer en ville, on pourrait y voir des grandes opportunités en termes de repérage précoce pour qu'on soit encore plus des liens, des acteurs de ce lien ville-hôpital. On l'est depuis l'hôpital, il faudrait qu'on puisse l'être aussi depuis la ville. Et donc nous permettre de travailler plus facilement en ville permettrait vraiment de créer de nombreuses opportunités en termes de repérage précoce. Il y a déjà des expérimentations qui existent, et notamment des expérimentations article 51. Mais là, en fait, au niveau des IPA, il faudrait pouvoir développer une stratégie globale, large, et qui concerne tous les professionnels, pour que, par exemple, on puisse travailler avec les médecins généralistes, comme c'est un peu proposé par exemple pour le modèle Sésame. Ça existe dans différents points de vue. Merci le FIOP. Mais alors justement, vous évoquez finalement beaucoup de missions, de belles missions. Mais bon, on sait que le statut a démarré en 2016 avec une ambition de pouvoir disposer de 5000 IPA formés à fin 2024. On sait que, donc, en 2024, il y avait à peu près 2000 personnes en formation, dont 20% pour la psychiatrie, uniquement. Donc, je pense qu'il faut remettre les rapports. On fait comment ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas encore 1000 à exercer en psychiatrie santé mentale. Et en ville, il faut dire qu'on n'existe pas, donc, ou très peu, ou de façon anecdotique. Donc effectivement, il y a des besoins aujourd'hui, des besoins en termes d'attractivité. Mais finalement, il y a besoin d'une politique franche, assurée, responsable, assumée pour soutenir le développement de ces nouveaux métiers. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les IPA aussi qui sont en difficulté d'attractivité. On parlait des médiateurs santé-pairs, mais les médiateurs santé-pairs, ils ont besoin qu'on puisse travailler sur les représentations des professionnels en place qui doivent apprendre à collaborer avec des personnes concernées par les troubles et qui doivent aussi voir émerger des statuts qui correspondent à leur niveau de responsabilité, à leur engagement et évidemment donc des revenus et des rémunérations qui vont avec. Qui aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter dans une carrière quand on va être médiateur santé-pairs. Pour les care managers, il y a aussi beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu de l'accès à la formation, il y a l'enjeu aussi d'un statut, parce que ce sont des professionnels qui ont déjà un diplôme, le plus souvent dans le champ paramédical ou dans le champ éducatif, et il y aurait besoin aussi d'un cadre légal qui accompagne leurs nouvelles responsabilités. Et puis les IPA, oui, il y a encore beaucoup de travail pour à la fois faire évoluer le cadre légal d'exercice pour nous permettre de travailler de façon plus souple et partout, et à la fois un gros travail sur l'attractivité. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'endroits où il y a finalement plus d'appels à candidature que de candidats, parce que notamment le modèle économique ne permet pas de se projeter dans cette profession.
Il y a de nombreux rapports qui le disent, hein, des rapports IGAS, Cour des comptes, un dernier rapport parlementaire qui date d'il y a peu de temps, qui repère tous ces mêmes freins au déploiement. Donc on aurait besoin de grilles de rémunération qui soient dignes en milieu hospitalier et qui permettent d'exercer en ville pour pouvoir nous déployer. Et puis enfin, j'ai envie de dire aussi, ces 3 professions, elles ont besoin de stratégies de développement professionnel continu qui leur soient spécifiques et qui leur permettent de s'engager aussi dans ces carrières et de se projeter aussi de façon générale dans une qualité, une sécurité des soins au long cours.